on commence sur la première session plénière. Donc je vais laisser la parole à Véronique Latte qui va modérer cette session, qui va parler de deux soutiens importants qui sont le Conseil scientifique et la Fondation Maladies Rares. Il et Coralie font partie de notre conseil scientifique. Donc le conseil scientifique, ça fait plusieurs années qu'il existe. Il y a eu un changement l'année dernière avec l'entrée d'un nouveau membre et des changements cette année avec 6 membres nouveaux. Donc Jamile et Coralie vont se présenter le conseil scientifique, son rôle, ses missions, sa composition. Mais bon, en 10 minutes. Et puis ensuite, ça fait 3 ans, vous le savez, on vous en a déjà parlé, qu'on fait nos appels à projets, donc finançant des projets de recherche avec le soutien et en partenariat avec Fondation Maladies Rares. Et je vais laisser Laura Benkemoun présenter de quoi il s'agit. On prévoit 15 minutes en incluant vos questions. Donc, mesdames, je vous couperai la parole si nécessaire pour voir s'il y a des questions dans la salle. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous. On aurait préféré être là en vrai et je pense qu'on le sera l'année prochaine, vraiment. Des raisons différentes nous ont imposé de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, mais de le faire qu'en visio. Mais on est là par le cœur, en tout cas. Donc, je vais vous présenter le conseil scientifique, son rôle. Donc, le conseil scientifique, c'est une instance qui est non obligatoire. Vous n'êtes pas obligé, en tant qu'association, d'avoir un conseil scientifique. Et consultative, et j'insiste beaucoup sur ce mot de consultation, on verra pourquoi après, qui assiste les associations. Alors ici, il y a 3 associations, dont la FAF, dont l'association Strumpel-Lorrain HSP France, et dont connaître les syndromes cérébelleux sur leur orientation scientifique. Les missions du conseil scientifique, c'est de conseiller, comme son nom l'indique, l'association dans les choix des thématiques à soutenir, d'aider dans la rédaction des appels à projets, surtout, et c'est pour ça que vous avez un conseil scientifique, d'évaluer et de sélectionner les projets qui nous semblent les plus prometteurs. Mais là-dessus, justement, je voudrais revenir sur l'instance consultative, c'est-à-dire que nous, on va le voir dans la dia d'après, mais pas tout de suite, nous allons évaluer les projets scientifiques qui vont être soumis à votre appel d'offres. Et on va faire un classement de qu'est-ce qui est pour nous le meilleur projet jusqu'au moins bon, scientifiquement. Mais si l'association décide que tel projet que nous n'avons pas classé en premier est plus important pour répondre à ces missions, pour aller plus vite, comme m'a dit votre président, eh bien, vous avez tout le loisir de le faire. C'est ça ce que ça veut dire consultatif. On nous consulte quand on a besoin de nous, mais vous gardez l'autorité finale de décider, ou la décision finale de choisir de financer ou pas tel ou tel projet de recherche. Donc, je vous ai dit, évaluer et sélectionner les projets les plus prometteurs, participer au suivi de l'avancement des recherches qui sont financées par votre association et par les 2 autres aussi, et participer aux événements à caractère scientifique ou pas, ou médical ou autres, organisés par l'association, dont aujourd'hui. Attends, voilà. Je veux bien la dia suivante, Laura, s'il te plaît. Merci. Donc, notre fonctionnement. Alors, jusqu'ici, on fonctionnait principalement, je vous dis, l'activité principale, c'est de pouvoir évaluer les projets de recherche. Depuis l'entrée de la FMR, mais Laura va en parler, ce processus d'évaluation a été enrichi, a un peu changé, mais a été enrichi parce que nous avons maintenant des experts externes à notre conseil scientifique qui jugent les projets en même temps que nous. Et à l'époque, enfin en tout cas moi depuis que j'y suis rentrée, c'est-à-dire à peu près il y a 20 ans, je suis rentrée au conseil scientifique il y a 20 ans, en 2006, et à l'époque c'était Pierre Rustin, le président de votre conseil scientifique, et peu de temps après, 5 ans après, Pierre a décidé de me passer la main, c'est-à-dire que je suis présidente de votre conseil scientifique depuis un nombre d'années incalculable. Mais ça va bientôt changer, vous inquiétez pas, on n'est pas immuable, vous allez voir après. Et donc, jusqu'ici, nous faisions une réunion annuelle qui était dévolue à l'évaluation des projets. Donc, nous discutions entre nous quels étaient les projets et ça se terminait par une évaluation. C'est la deuxième partie, la deuxième réunion, la réunion du CS pour l'évaluation des projets. Nous avons décidé cette année, par une demande aussi de la FAF et de Véronique en particulier, de
peut-être se voir un peu plus souvent et de participer et de faire participer et les représentants du CA, et en particulier Véronique, et nous, à des réunions pour mettre ensemble tout ce qu'on a trouvé de bien dans la bibliographie, de faire une vraie veille scientifique et ce qui nous permet de mieux vous conseiller pour la rédaction de l'appel d'offres. Donc, il y aura une deuxième réunion, peut-être même une troisième, mais pour l'instant, une deuxième qui aura lieu en janvier, avant la rédaction de votre appel d'offres. Nos critères d'évaluation pour juger vos projets, et ça, ils sont extrêmement importants, ils n'ont pas changé, et c'est les mêmes critères qu'ont les rapporteurs externes. Premier point, c'est l'adéquation aux missions de la FAF. C'est-à-dire que si la FAF a fait un appel à projet qui est plus orienté thérapie, eh bien, nous devons nous plier à ça. La qualité du projet, donc la qualité du projet, ça va être jugé sur sa faisabilité. Est-ce que ce projet a les moyens humains, les moyens financiers, en plus de la FAF? Est-ce qu'il y a d'autres financements? Et son originalité. Est-ce qu'il répond à une question qui est particulièrement originale, qui n'a pas été abordée précédemment? Est-ce qu'il correspond à une niche, on va dire, scientifique? Pour ça, ça sera plus important de le financer. La qualité du porteur du projet. Et enfin, l'adéquation du budget au regard du projet soumis, à savoir, est-ce que le budget nous semble raisonnable ou est-ce qu'il est totalement déraisonnable dans un sens comme dans l'autre? Est-ce qu'il est trop élevé ou est-ce qu'il n'est pas du tout assez élevé? Enfin, dernière dia, notre conseil scientifique a récemment changé. Donc, comme l'a dit très justement Véronique, l'année dernière, alors, nous avions un conseil scientifique où les membres étaient un peu comme moi, c'est-à-dire que ça fait à peu près 20 ans qu'on est là. Enfin, il y a des plus récents, dont Coralie. Mais c'est vrai que ça fait au moins 10-12 ans que j'en préside le conseil. Et donc, j'ai pu trouver une remplaçante en la personne de Coralie Fassier qui va se décrire ici. Mais je vous dis juste en 2 mots, voici le nouveau conseil scientifique tel qu'il présidera ou aidera à vos décisions dans le futur. Sa composition, donc, il reste 5 membres originels, à savoir Enrico Bertini, que vous voyez sur la gauche, qui est un neuropédiatre et qui travaille à l'hôpital Bambino Gesù à Rome. Hélène Puccio, que vous connaissez tous, qui est donc une directrice de recherche à l'INSERM et qui travaille maintenant à Lyon. Moi-même, dans les anciens membres. Et Coralie Fassier, qui était rentrée après moi et qui travaille à l'Institut de la Vision, qui est aussi une directrice de recherche INSERM. Moi-même, je suis une directrice de recherche au CNRS. Oui, vous voulez. Ça fait 6 minutes. Ok, je finis. Dans les nouveaux membres, il y a il y a Kevin Kent, qui a été rentré sous proposition de l'association de la FAF, qui est aussi un directeur de recherche, plus principalement, et qui travaille à Bristol, au Royaume-Uni. Et puis, dans les tout nouveaux membres que nous avons sélectionnés, il y a Chloé Angelini, qui est neurologue, travaille à Bordeaux, Valeria Giosa, qui est aussi neurologue et qui travaille à Bordeaux, Laura Coutando Ruiz, qui est une chercheuse qui travaille à Barcelone, à l'Université autonome de Barcelone, Marion Coulen, qui est une chargée de recherche qui travaille à l'Institut Imagine et plus principalement sur les formes développementales d'ataxie, développementale et enfantine d'ataxie, Quentin Thomas, qui est neurologue, qui travaille à Angers, et qui, cette année, en tout cas, est à l'ICM, dans l'équipe d'Alexandra Dur, ou rattaché à l'équipe d'Alexandra, que vous connaissez tous. Et Quentin Velniartz, qui est aussi à l'ICM, et qui cumule la casquette d'être un scientifique, puisqu'il a un doctorat, il est normalien et un doctorat, et il a repris des études pour devenir neurologue, et qui travaille dans l'équipe de... J'ai un trou, Coralie ? Emmanuel Flamand-Rose à l'ICM. Voilà, j'ai fini. Moi, je suis Coralie Fassier, je suis donc directrice de recherche à l'INSERM et je dirige une équipe à l'Institut de la Vision. Donc, j'ai rejoint le conseil scientifique en 2019, ça fait maintenant quelques années.
Et je travaille depuis plus de 20 ans sur les hérédodégénérescences spinocérébelleuses et notamment plus particulièrement sur les paraplégies spastiques héréditaires, qui sont les pathologies qui concernent l'association ASL HSP France, qui est au sein du même conseil scientifique que la FAF. Et donc, j'ai une formation à la base en génétique humaine et je me suis spécialisée aussi en neurosciences et en biologie cellulaire. Donc, les travaux qu'on conduit dans mon équipe visent à mieux comprendre la physiopathologie de cet ensemble de maladies neurodégénératives qui affectent entre autres le système moteur, mais aussi qui peut toucher les systèmes sensoriels, et d'essayer de comprendre les mécanismes en fait qui sont dérégulés quand les gènes à l'origine de ces affections sont mutés, et bien évidemment avec l'idée comprendre, c'est important, mais il faut comprendre pour identifier des nouvelles pistes et des nouvelles cibles thérapeutiques. Et l'objectif suivant, c'est ensuite d'essayer de développer des stratégies pour proposer des traitements innovants pour faire avancer la guérison sur ce groupe de pathologies dégénératives. Et on a une petite spécialisation aussi depuis quelques années, c'est qu'on investigue beaucoup maintenant la composante développementale, c'est-à-dire de ces maladies. Est-ce qu'il y a déjà des problèmes qui peuvent arriver au cours du développement embryonnaire et de la mise en place des circuits neuronaux qui sous-tendent le développement de ces circuits moteurs et qui pourraient prédisposer les neurones à dégénérer précocement au cours de la vie adulte. Donc, quelles sont les origines de la vulnérabilité de ces cellules qui dégénèrent dans vos maladies? Voilà en gros sur quoi on travaille. Donc Aurélie, tu restes dans le conseil scientifique. Quelle est ta motivation de faire partie, en plus de tout ton travail, d'un conseil scientifique, et d'être bénévole dans cette activité? En fait, c'est une façon pour moi d'être. En fait, je trouve que c'est la complémentarité de toutes nos expertises, c'est d'avancer et à côté des patients, à côté des cliniciens, de partager nos visions et nos expertises complémentaires pour aller plus loin ensemble et donc montrer aux patients qu'on est impliqué, investi, concerné par leur pathologie et qu'on a envie d'avancer avec eux et de pouvoir échanger avec eux pour qu'ils comprennent aussi nos problématiques, qu'ils comprennent pourquoi, où est-ce qu'on bloque, pourquoi parfois ça peut paraître si long à la recherche fondamentale d'avancer pour pouvoir proposer des nouvelles thérapies, de leur expliquer nos progrès aussi et de leur résumer les progrès qui ont été faits dans le domaine de façon extrêmement vulgarisée pour aussi les aider à mieux comprendre et leur faire ressentir que notre motivation première, bien évidemment, dans tout ce qu'on entreprend, ça reste les patients et améliorer leur bien-être dans le futur, bien évidemment. C'est comment la FAF choisit ses appels d'offres et la thématique des appels d'offres? Est-ce qu'ils utilisent le conseil scientifique pour ça aussi? Est-ce que vous discutez avec eux ou pas? Ou vous avez juste une idée en tête et vous dites je mets tout l'argent là-dessus? Ça, c'est quand on sera très très riche avec ça. Mais quand est-ce que vous allez être très très riche? Je commence par répondre et puis je vais très vite enchaîner. Et comme ça permettra de faire le lien avec l'apport de FMR aussi. C'est ce qu'a expliqué Djamilé. On va avoir en plus une réunion d'échange avec le conseil scientifique pour rediscuter des thèmes qu'on voudrait proposer. On aimerait faire des appels à projets plus ciblés dans les prochaines années. Jusqu'à maintenant, c'était des projets ouverts de recherche fondamentale où il n'y avait pas spécifiquement de critères à apparaître sur notre maladie, plus tout ce qu'a dit Djamilé, être innovant, etc. Maintenant, on va peut-être essayer de plus cibler les projets et d'échanger avec le conseil scientifique, éventuellement d'autres professionnels pour nous aider à bien définir ces appels à projets. Pour répondre à Alexandra, alors Alexandra qui est quand même présidente du conseil médical depuis que je suis présidente du conseil scientifique, même avant, je dirais que c'est une volonté de l'association que nous modulons un petit peu, mais notre rôle est pour l'instant un peu minime parce que vraiment il y a une volonté de l'association par exemple de partir vers des thérapies et d'être moins intéressé par des projets plus fondamentaux pour comprendre les mécanismes, en tout cas pour la FAF, qui est tout à fait légitime puisque le gène a été identifié il y a plus de 20 ans. Voilà, donc on essaye de leur dire on peut prendre ça ou ça, mais après la décision appartient à la FAF.
et au conseil d'administration. Et il y a aussi Fondation Maladies Rares qui nous évite de faire trop de bêtises, donc ça permet à Laura de présenter leur rôle. Voilà, vas-y Laura. Merci. Alors, du coup, je vais faire très vite, Stéphane, sans diapo. Donc moi, je suis de la Fondation Maladies Rares. On est une structure à but non lucratif. On a été créé il y a plus de 12 ans maintenant par le ministère de la Recherche et par l'AFM Téléthon. C'est grâce à eux qu'on existe. On a une mission d'intérêt général, c'est d'accélérer la recherche dans les maladies rares. Alors pour faire ça, on finance la recherche avec nos fonds propres, on accompagne les chercheurs, on aide à former et à informer, et depuis 5 ans, on accompagne aussi les associations de patients. Donc ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on travaille main dans la main avec la FAF. L'objectif en fait, c'est que la fondation, elle met à disposition des associations gratuitement son équipe pour déployer toutes leurs actions en faveur de la recherche. Et donc aujourd'hui, l'action dont on parle aujourd'hui, c'est l'appel à projet de la FAF. Donc depuis 3 ans maintenant, on coordonne avec mes collègues l'appel à projet de la FAF, de ASL et de CSC. Et coordonner un appel à projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, nous on est les petites mains et la FAF est le décisionnaire. C'est-à-dire qu'on est là à chaque étape pour écrire le call text, coordonner les acteurs, effectivement faire en sorte d'avoir une clarification sur le périmètre qui est souhaité par la FAF, avec une discussion avec certains membres du CS quand c'est nécessaire. On a des allers-retours, etc. Tout ça, généralement, c'est nous qui les coordonnons. Une fois que l'appel à projet est écrit, c'est nous qui allons le publier à toute la communauté, en parallèle de la FAF toujours. Une fois que les projets sont reçus, on va les lire, on va analyser leur éligibilité, être sûr qu'ils rentrent bien dans le périmètre qui a été défini par l'association. Ensuite, c'est avec l'asso en fait. C'est vraiment l'asso qui décide lesquels sont éligibles ou pas. Avec Jamilé, on l'a fait avec Jamilé cette année. Une fois que les projets éligibles sont choisis, ils sont passés en expertise externe, c'est-à-dire que la fondation va choisir des experts externes indépendants, internationaux, qui vont rendre une évaluation en fait de ces projets sur les critères que Jamilé a présentés tout à l'heure. Et puis une fois que tout ça c'est fait, on envoie les projets, les expertises externes au conseil scientifique et on anime avec Jamilé la réunion du conseil scientifique où effectivement il va y avoir un classement par excellence scientifique de ces projets. Et à la fin, c'est la FAF qui donne la liste des lauréats. Et notre travail s'arrête pas là puisque moi après j'ai la responsabilité de suivre les projets lauréats. Donc on s'occupe en fait d'établir les conventions de subvention avec les organismes gestionnaires, de faire le suivi des projets au niveau administratif, budgétaire, scientifique, de récupérer les rapports d'avancement à mi-parcours, de récupérer les rapports d'avancement finaux, de féliciter les chercheurs quand tout va bien, de froncer un peu les sourcils quand ils sont en retard, d'essayer de comprendre pourquoi. Enfin voilà, on est là pour faciliter la vie de la FAF, faire en sorte que les choses se passent le plus posément possible. Et puis surtout, on l'a vu en intro, vous êtes énormément de bénévoles, il y a énormément d'heures de bénévolat, donc nous on est là pour vous soulager de ça aussi, puisque c'est une expertise qu'on a depuis un petit moment maintenant à la Fondation. Oui, je pense qu'on peut applaudir à la fois Jamilé, Coralie et Laura pour leur soutien, leurs conseils qui sont vraiment très importants pour nous. Leurs heures aussi,